Dans cette vidéo, on va parler des webhooks. Les webhooks, c'est lorsque HubSpot, pour son objet contact par exemple, a une propriété qui change, qui est modifiée, qui est supprimée, ou une association qui est changée, modifiée, supprimée. On souhaite qu'HubSpot nous envoie sur notre app Bubble en temps réel l'info pour qu'on puisse réaliser des modifications. Mais avant de passer là-dessus, je veux faire un point rapide sur le paramétrage et l'initialisation d'un endpoint sur Bubble. Pourquoi? Parce que sur HubSpot, le webhook peut être envoyé qu'à un seul endpoint. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir en créer plusieurs. Et la problématique, elle est que le payload envoyé par HubSpot, donc la charge utile, les informations qu'elle envoie, diffèrent d'un événement écouté à l'autre. Lorsqu'on écoute le changement d'une association ou le changement d'une propriété, on a le JSON envoyé, donc sans cette charge utile, n'est pas le même. C'est pour ça que je vais faire cette introduction à l'initialisation sur le endpoint pour qu'on comprenne comment on va fonctionner par la suite. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un endpoint qui s'appelle test, qui est ouvert au public et qui peut run sans authentification, c'est OK. On va faire un detect request data. Donc on va lancer la détection. Et ce qui va se passer, c'est que je vais réaliser une requête avec Postman pour voir ce qui va se passer. Donc là, on envoie nom, prénom, âge, animal, content. OK? On a du true, false, du nombre et du texte. Je vais envoyer. Donc la requête a été envoyée, le endpoint a été initialisé. Là, ici, on a tous nos paramètres. Si je vais dans Show Raw Data, on a notre JSON qui est là, c'est parfait. Je vais Save. C'est parfait. Donc là, je vais créer une action. Donc une fois que je reçois un webhook à ce endpoint-là, je vais pouvoir créer dans ma table, ce que j'ai appelé ma table JSON. Et dans cette JSON-là, je vais créer nombre 1, texte 1 et un field qui s'appelle aussi JSON. Donc, je vais mettre l'âge dans nombre 1 qui est type nombre. Ici, je vais mettre le prénom dans texte 1. Et dans JSON, je vais mettre ce qu'on appelle raw body text. Lorsque ici, on clique, on a nom, prénom, âge, on a les valeurs, les paires clés-valeurs que j'ai initialisées. Et on a quelque chose par défaut, un champ par défaut qui s'appelle raw body text qui est là. Et c'est Bubble qui le met. On va voir ce que ça donne. Parfait. Donc là, je vais lancer exactement la même requête. Je vais juste retirer l'initialiser à la fin. Hop. Et j'envoie. Donc là, on a bien vu que la data a été créée. On a notre texte. Ici, au niveau du texte, on a bien le nom. Dans nombre 1, pardon, on a bien l'âge. Donc on a bien le 22. Et dans texte 1, on a bien le prénom. C'est bien Bibi. Par contre, ici, on voit, il n'y a aucune donnée qui a été renseignée. Le raw body text n'existe pas. Il est vide. Pour comprendre pourquoi raw body text n'est pas là, il faut tout simplement, au niveau de l'initialisation, inclure dans le header lorsqu'on fait detect data. Donc là, on va cliquer et on va réinitialiser. J'ai passé le détail, j'ai initialisé et là, on se rend compte qu'en plus de toute ma donnée, j'ai un certain nombre d'informations qui arrivent juste en dessous, ici. Donc lorsque je vais save, à ce moment-là, je vais renvoyer exactement la même requête et on va voir ce qui va se passer. Là, je le montre, je suis ici, j'envoie exactement la même requête, j'envoie. Et à ce moment-là, on voit que là, dans notre JSON, qu'est-ce qu'on a? On a bien un élément texte, c'est le raw body, donc c'est-à-dire qu'il envoie toute la charge utile sous ce format-là, entre accolades, avec les paires clés-valeurs, mais c'est sous format texte. On retrouve le nom, le prénom, l'âge, animal, false, content 2. Donc ça, c'est OK. Maintenant, à faire un test, on va regarder ce qui se passe sans réinitialiser le call. On va juste retirer une paire clé-valeur. Par exemple, on va retirer l'âge. L'âge n'est pas nul, l'âge n'existe pas. Là, on envoie la requête et on voit ce qui se passe. Donc, on va voir que ça se crée bien. Si je vais dans la data, j'ai bien le texte 1, donc le prénom est bien, Bibi est bien là. J'ai pas le nombre, ce qui est normal, parce que j'ai retiré. Et là, dans le raw body, on voit qu'on a le nom, le prénom, animal et content. Et si on regarde bien, c'est exactement la charge utile, la requête qu'on a envoyée. C'est tout à fait normal. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si je rajoute une paire clé-valeur. Donc là, la requête que j'envoie, c'est exactement la même. J'ai juste rajouté la ligne City Paris. OK? Et là, j'envoie la requête. C'est bien créé. Si je vais dedans, on voit bien que j'ai toute mon information. Et dans raw body text, on voit que City a bien été pris en compte. C'est-à-dire que la requête que j'envoie, elle ne correspond pas à la requête initialisée qui a été utilisée pour initialiser le endpoint. Mais par contre, je reçois bien l'information. Le seul problème, c'est qu'ici, au niveau de mon workflow, si je clique là, j'ai nom, prénom, âge, animal, contact et j'ai pas city parce qu'il n'a pas été initialisé avec. Donc, c'est important de savoir ça parce que au niveau de HubSpot, les payloads, donc les charges utiles qui vont être envoyées par HubSpot ne vont pas être les mêmes en fonction des événements que l'on va écouter. Maintenant que j'ai fait ce point sur le paramétrage du endpoint, on va créer notre webhook. Donc, on revient sur l'application privée qu'on a créée. On va dans webhook, on va mettre modifier les webhooks ou modifier l'application, c'est la même chose. Là, on arrive au niveau du paramétrage du webhook. Ici, il va demander le endpoint. Comme je l'expliquais, on a le choix, on a la possibilité par application de mettre qu'un seul endpoint. Donc là, on comprend tout de suite
que pour notre application, notre version test de notre app et notre version live, il va falloir créer deux applications, une version test, une version live, parce que le endpoint qui va être ici, il y aura le / version test, et pour la version live, il n'y en aura pas. Donc, en fonction du nombre de branches qu'on a, potentiellement, on va être amené à créer des applications pour certaines branches si le besoin en est. J'ai créé le endpoint HubSpot Webhook. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais, comme on l'a dit, inclure le header dans la réponse. J'ai tout coché pour que ce soit plus simple, mais pour la validation de la signature Webhook, comme je l'ai dit, je vous invite à regarder la vidéo de ma masterclass, la vidéo numéro 9 de Data API. Là, on va faire Detect Request Data, on va prendre et on va l'initialiser de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure pour l'exemple. Donc, on vient ici, on le colle. Ce qui va se passer, c'est que là, on va devoir créer un abonnement. Un abonnement, c'est quoi? C'est quel événement je souhaite qu'HubSpot écoute. Ici, on choisit le type d'objet, on va mettre les contacts. On peut choisir, en fait, on peut créer tous nos abonnements d'un seul coup. Mais là, on va créer pour le test l'objet contact et on va regarder date de création. Donc, on va regarder à chaque fois qu'un contact est créé, donne-moi l'information. J'enregistre. Là, HubSpot va écouter contact creation. Maintenant, comment on vérifie quel payload il m'envoie? Donc, si je viens ici et que je clique sur détail, il m'explique que ça, c'est ce que je vais recevoir. Donc, je vais recevoir App ID, Event ID, Subscription ID, Portal ID. Toutes ces informations, je vais les recevoir. Vérifions. Donc là, si je teste, donc j'ai bien mon initialize qui est ici, je teste. Je vais recevoir un statut de 100, comme quoi la requête a bien fonctionné. Je retourne sur Bubble et j'ai bien l'information qui arrive avec les informations de test qui sont ici, Event ID 100, Subscription ID 123. Donc, ça a bien été initialisé. Là, j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, c'est facile, on enregistre les modifications. Donc là, une fois que notre webhook est créé, on a notre interface avec le webhook ici, le nombre total de requêtes envoyées, les erreurs. Ici, on a le détail du coût du payload et si on veut retester notre URL qui est ici. Il faut savoir que le payload, c'est ça on va recevoir sur HubSpot, sur Bubble. Mais sur Bubble, il va falloir faire quelque chose de ça. Donc, il faut comprendre ces informations-là. Lorsqu'on va dans la documentation Webhook, ici, on a Webhook Payload, il nous explique ce qu'on va recevoir. Il nous explique ici qu'on a la signature qui peut être vérifiée. Donc, c'est dans le header, cette information-là qu'on va chercher pour vérifier la signature du Webhook. Et sinon, au niveau du payload, ici, on a quelque chose qui s'appelle Object ID. Et ça précise que c'est l'ID de l'objet qui a été créé, changé ou supprimé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir récupérer cet ID-là et ensuite faire quelque chose. Donc du coup, moi là, j'ai créé un custom event qui va prendre en entrée l'object ID. Et comme mon webhook, il écoute pour l'instant uniquement la création de contact, il suffit ici que j'envoie object ID dans ma requête, ici dans l'API connector, je vous montre, j'ai quelque chose qui s'appelle retrieve contact by ID, c'est-à-dire que je vais chercher, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, le contact, mais cette fois-ci par son ID. Donc, je vais lui donner cet ID-là, il va trouver le contact et ensuite, il va me créer le contact. Il va me récupérer result du step 1, il va me prendre body property email, il va me prendre le first name, le last name et il va me créer le contact dans ma base. Donc, à chaque fois qu'un contact est créé sur HubSpot, il est aussitôt créé sur ma base Bubble. Ce qui se passe ensuite, c'est que du coup, dans mon workflow principal, là, ici, je vais venir là, je vais trigger custom event et ici, je vais dire request data, body, je vais prendre le first item et là, je vais prendre object ID que je vais donner au custom event. Pourquoi ici, dans le request, donc lorsqu'on va recevoir la charge utile de HubSpot, il nous dit first item. Parce que si on va dans la documentation HubSpot, ils nous disent que HubSpot va nous envoyer il va nous envoyer dans une requête pas un seul objet, mais il va nous envoyer plusieurs objets jusqu'à une limite de 100. C'est-à-dire que si on a un contact qui est créé, il peut être envoyé une seule fois, il peut être envoyé plusieurs fois aussi. On peut recevoir 2-3 fois la charge utile du même contact. Et si par exemple il y a plusieurs utilisateurs de HubSpot qui créent chacun 4 contacts, il va y avoir plusieurs contacts de créer. Donc HubSpot peut nous envoyer 4, 5, 10, 12, 15 fois 15 payloads différents au même moment. Donc, c'est un tableau qu'on va recevoir. Je vous montrerai dans la vidéo d'après comment, dans mon cas à moi, pour mon client, j'ai fait pour faire le filtrage. Mais globalement, il faut savoir qu'on reçoit un tableau et qu'il va falloir récupérer la bonne charge utile. Maintenant, on va réaliser un test. Donc, on reçoit bien l'information. Une fois qu'on a l'information, on l'envoie au custom event, on lui donne l'object ID, il récupère l'object ID, il va nous créer le contact. À savoir que ici, j'ai pas précisé de contrainte parce que je pars du principe que j'écoute qu'un seul événement qui est la création de contact. Ici, lorsque je vais prendre la charge utile, on voit que dans Subscription Tab, j'ai Contact Creation. Donc, ce que je pourrais faire pour avoir
être sûr que ce workflow se déclenche uniquement lorsque je crée un contact. Imaginons, j'écoute la création d'un contact, je regarde la création par exemple d'un ticket, la création d'une transaction, et je vais recevoir au même endroit plusieurs infos. Donc, il ne faut pas qu'il m'envoie l'object ID sur cette requête-là, en tout cas sur ce custom event-là. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'à cet endroit-là, je vais venir ici, trigger création de contact. Je peux dire que dans request data body, donc ici, je prends le first item pour rester sur le même payload. Je viens ici, je récupère subscription type, is, et là, je mets contact creation. Et à ce moment-là, si je regarde à cet endroit, j'ai bien subscription type, contact creation, donc il va me déclencher le workflow uniquement pour la création de contact. Je crée un contact, test mail, test prénom, test nom, et on voit si on va bien avoir ce contact qui se crée aussi dans notre table contact sur Bubble. Là, je viens sur Bubble, je vois que à 18h45, donc il est 18h45, j'ai bien eu test mail, test prénom, test qui a été créé sur mon application. Donc aujourd'hui, la synchronisation fonctionne parfaitement entre HubSpot et mon application. Maintenant, je vais revenir sur le point qu'on a vu au tout début avec l'initialisation de notre endpoint. Là, aujourd'hui, à la date, on a initialisé notre endpoint avec contact creation qui reprend ce payload-là. Retenez bien. Donc là, si je viens et que je veux ajouter un nouvel abonnement, moi aujourd'hui, je vais aussi voir, par contre, je ne vais pas travailler sur les propriétés, mais je vais travailler sur les associations. Donc là, je vais écouter dans l'objet contact quand il y a une modification d'association et je mets s'abonner. Mais si on regarde ici le payload, on voit qu'il est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que là, si je vais ajouter une association à mon contact, je vais recevoir la charge, mais il va me manquer plein d'infos. Et ce que je vais recevoir, c'est toutes les informations communes aux deux, donc App ID, Event ID, Subscription ID, Portal ID, tout ça, c'est commun aux deux. Par contre, ce truc-là, from object ID to object ID, association removed et is primary association, je l'ai pas parce qu'il n'a pas été initialisé comme on l'a vu dans l'exemple au début de la vidéo. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais réinitialiser mon endpoint avec ces valeurs-là pour pouvoir, lorsque c'est la création d'un contact, je vais recevoir les informations communes et tout ce qui est en trop, je ne le recevrai pas, ils seront juste vides. Super, on arrive à la fin de la vidéo. Là, j'ai envie de récapituler les 3 points importants qu'on a vus. C'est lorsqu'on crée un endpoint sur HubSpot, il va falloir créer 2 applications pour la version test et la version live, car une seule URL est possible. On ne peut donner qu'une seule URL à HubSpot. 2, lorsque vous recevez de l'information, il y a une manière de filtrer, c'est-à-dire que vous allez recevoir une charge utile. Donc, la solution, lorsque vous avez plusieurs événements différents à écouter qui n'ont pas la même charge utile, initialisez votre endpoint bubble avec celle qui contient le plus d'informations. Et si par hasard, il y a trop d'informations et aucune information commune, la solution que vous avez, c'est tout simplement, une fois que vous l'avez initialisé, venir dans modifier les types, vous venez dans Show Raw Data, là vous mettez Edit Raw Data et vous pouvez rajouter les lignes manquantes pour qu'elles soient exactement raccord avec la charge utile que vous voulez recevoir qui n'est pas présente dans celle avec laquelle vous avez initialisé. Je donne un exemple, j'initialise avec le payload de l'écoute de l'événement changement d'association, mais par exemple dans changement d'association, il n'y a pas la paire clé-valeur, par exemple Object ID. C'est débile, mais par exemple, si elle n'y était pas, j'aurais rajouté Object ID, 2 points, c'est un nombre, donc j'aurais mis 1, 2, 3, 4, ici, j'aurais mis la virgule, j'aurais enregistré, et à ce moment-là, j'enregistre ici, je peux venir récupérer dans Request Data, Body First Item, ou Last Item, peu importe pour l'instant, je peux venir récupérer mon Object ID qui est juste ici. 3e point, gardez en tête que lorsque vous recevez toutes les informations sur le même endpoint, vous allez avoir plein d'informations. Enfin, plein de changements, de modifications, plein de requêtes différentes. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à scinder toutes les actions que vous voulez faire dans votre application. Donc, la solution, c'est de créer des custom events. Vous créez un custom event par modification, par type d'action. Et là, par exemple, pour créer un contact, j'en crée un. J'ai l'entrée, j'ai une sortie s'il faut, et dedans, je réalise des actions. Ainsi, dans mon workflow principal, je reçois tous les payloads à cet endroit-là et à chaque étape, je vais pouvoir filtrer. Je vais pouvoir dire, lorsque la requête c'est subscription type, on le voit dans la documentation dans subscription type. Si ici je reviens sur mon application, pour contact creation, on l'a dans subscription type. Et si je viens en arrière et que je regarde pour association, j'ai par exemple association type, contact to company. C'est un exemple. Ça veut dire que si le changement est fait dans HubSpot, un contact vers une compagnie, il y aura marqué contact to company. Si c'est
un contact ou un ticket, il y aura marqué contact tout ticket ou ticket tout compagnie. Donc c'est ça le plus important, c'est de pouvoir récupérer ces informations-là et savoir exactement ce qu'on souhaite modifier dans notre app en fonction de ce qui nous a été envoyé par HubSpot. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait au niveau de l'API, au niveau du webhook, au niveau du paramétrage, je vais vous montrer le cas concret de mon client où il y a eu beaucoup de transformations et de modifications de données pour pouvoir récupérer l'info au bon endroit. Et je vais vous montrer ce que moi j'ai mis en place avec justement comment j'ai récupéré le bon payload, comment j'ai mis l'information au bon endroit. Et j'ai créé une table de logs qui me permet en fait de voir ce qui a été créé via les webhooks HubSpot pour pouvoir traquer directement si des erreurs sont apparues et pouvoir corriger par la suite.